Merci. Alors, comme l'a dit un de mes prédécesseurs, je suis un papy de la cancérologie. Et j'ai eu 2 vies, en particulier entre les années 70 et 2000, une vie de médecin clinicien où j'ai vu des malades et une vie de chercheur à peu près en même temps. Et ces 2 vies ont été étonnamment différentes, par leur productivité et par, l'exaltation qu'elles procuraient. La vie de médecin, elle était forte, il y avait des rencontres, il y avait des espoirs, il y avait des joies parfois partagées, mais il y avait aussi beaucoup de désillusions, beaucoup de promesses non tenues et des moments, dont vous savez qui pouvaient être très difficiles. Alors que pendant ce temps-là, pendant ces mêmes années, la vie de biologiste était formidable. On commençait à tout comprendre sur le cancer, alors qu'avant on n'y comprenait rien. On a découvert les accélérateurs et les freins des cellules qui sont détraqués dans les cellules cancéreuses et qui font des cellules cancéreuses des voitures folles, qui ne s'arrêtent pas au feu rouge, qui ne freinent pas quand il y a les gardes de police. Et puis il y a eu le séquençage du génome qui a montré que ces anomalies de certains de ces gènes, des accélérateurs et des freins, c'est encore beaucoup plus compliqué que ce qu'on croyait. Le séquençage du génome a eu plusieurs conséquences dans des champs multiples de la science et de la santé. Le plus beau, il est social, c'est de montrer que nous sommes tous à peu près semblables, mais tous différents. Nous avons un petit peu plus ou moins de Néandertal, comme quelqu'un le disait, mais nous sommes uniques. Nous sommes uniques, il n'y a pas de race humaine, nous n'avons jamais existé, nous n'existerons plus jamais. Nous sommes chacun d'entre nous une chance pour l'humanité. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que quand on s'est mis à séquencer les tumeurs, on s'est aperçu que la différence entre les tumeurs était aussi beaucoup plus compliquée que ce qu'on pensait. Et que les tumeurs sont peut-être elles aussi uniques et que la tumeur d'un malade n'est pas la même que la tumeur du voisin, même si on les classait jusqu'à maintenant dans la même catégorie. Et ceci change beaucoup notre conception des nouveaux traitements. Que faisons-nous jusqu'à l'heure actuelle? Eh bien, nous traitons tous les malades à peu près de la même façon. Nous faisons de la confection taille unique avec la même robe pour toutes les dames, comme ces charmantes petites japonaises. Alors cette robe, on l'a améliorée pendant ces 30 ans, on a fait des longs essais pour qu'elle tombe un peu mieux, pour qu'elle soit un peu plus saillante, et elle n'est pas si mal que ça. Elles sont toutes mignonnes, et 50% d'entre elles vont très bien dans la robe. Par contre, si on regarde bien cette diapositive, on voit que chez certaines d'entre elles, la robe est trop grosse, c'est trop large. Et en fait, si on fait le lien avec des malades, ces malades sont probablement surtraités. On leur a fait, pour un cancer du sein par exemple, trop de une chimiothérapie pour être plus tranquille et espérer qu'elle avait plus de chances de guérison, alors qu'elle était déjà guérie. Mais on ne sait pas à l'avance qui sont ces malades qui n'ont pas besoin de chimiothérapie. Et donc, on ouvre le parapluie, on fait probablement trop de traitements. Et c'est un des problèmes qui pèsent sur la société et sur les malades. Ce sont des traitements difficiles, des traitements lourds. Et puis, chez certaines de ces petites filles, eh bien, la robe est clairement trop petite et la malade va rechuter et finalement mourir malgré les traitements qu'on fera. Et en tant que Français, j'aimerais qu'on fasse évoluer la médecine vers quelque chose de plus sur mesure, sans parler de haute couture. Et comment employer ça? Alors d'abord, est-ce que c'est simplement une prétention, un luxe, une vanité? Non, je pense que c'est une obligation. D'abord, je pense qu'il n'y a plus de très grands progrès à faire avec les voies classiques du traitement des tumeurs. La chirurgie fera encore de petits progrès techniques, la radiothérapie fera encore des progrès techniques, la chimiothérapie conventionnelle, je pense, n'en fera pas, et qu'on est arrivé au maximum de ce que nous arriverions à faire avec les techniques conventionnelles, et que nous ne guérissons encore que 50 à 60% des malades. Donc qu'allons-nous faire pour les autres? Est-ce que nous avons fait des progrès? Oui, nous avons fait des progrès. Certains sont spectaculaires, mais certains autres sont quand même décevants. Dans le traitement du cancer du poumon avancé, qui reste un des plus mauvais cancers, en 60 ans, on a gagné 1 an de survie. 1 an de survie, c'est bien, mais regardez à quel prix, en ajoutant des drogues, en arrivant à des traitements de plus en plus complexes, de plus en plus lourds, et puis regardez la dernière ligne, de plus en plus coûteux, le coût du traitement a été multiplié par 1000 pour chaque cure de traitement.
Il y a bien un moment où la société se posera le problème de la valeur de cette année de vie en termes de... Est-ce que c'est la première fois qu'une discipline médicale se trouve confrontée à un tel bouleversement des concepts biologiques qui la guident et la pauvreté des moyens thérapeutiques qui en ont? Non, ça n'est pas la première fois. Je pense que nous sommes dans une situation qui ressemble à celle du début du XXe siècle, 30 ans après les découvertes de Pasteur, qui a changé la conception des maladies infectieuses en trouvant non pas tous les microbes, mais en introduisant la notion de germe. Et puis 20 ans avant les découvertes de Fleming, qui avec la pénicilline a créé un médicament, la pénicilline, qui n'est devenu un grand médicament qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Et nous sommes quelque part entre Pasteur et Fleming, des grandes découvertes ont été faites. Nous sommes en train d'essayer de voir si nous arrivons à avoir les premiers médicaments intelligents ressemblant aux antibiotiques. Et je vais essayer de vous montrer que nous en sommes probablement plus près. Actuellement, le diagnostic, le stade des malades et le choix du traitement se fait uniquement sur le microscope, entre tumeurs bénignes, tumeurs malignes, de plus en plus malignes. Ceci se fait sur la morphologie des lames de microscope. Et de plus en plus, nous pensons que ceci a fait peu de progrès. Et quand je enseignais la biologie cellulaire il y a 30 ans, mes heures de cours se résumaient en une diapositive. La cellule, c'est quelque chose d'à peu près rond. Il y a un autre truc rond dedans qui est le noyau. Et puis, il y a une membrane autour qui enferme ça. Et puis, entre la membrane et le noyau, il y a plein de choses qui s'appellent le cytoplasme, qui contiennent beaucoup de choses, mais on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça sert. Et actuellement, voilà où on en est, et c'est devenu quelque chose de nettement plus compliqué, qui ressemble à un plan de métro, mais qui est important parce qu'il commence à expliquer comment on peut transmettre des signaux de l'extérieur de la cellule, via la membrane, à l'intérieur de la membrane, vers le noyau où se trouve l'ADN, et quels sont les mécanismes qui font que, comme les doigts d'un pianiste, on va pouvoir activer quelques zones de l'ADN et activer certains gènes, ou réprimer certains gènes, et donc moduler la musique ou la cacophonie que va jouer cette cellule. Et c'est de ça que nous sommes partis pour montrer que finalement, ce qu'on appelait cancer du sein, c'est que les chemins moléculaires qui mènent à un cancer du sein, les chemins moléculaires qui mènent à un cancer du poumon, qu'on soigne aujourd'hui de la même façon, peuvent être complètement différents d'un malade à l'autre. De même que du temps de Pasteur, une infection pulmonaire pouvait être liée à des germes complètement différents et qu'on mélangeait cela dans la classification sans être capable de distinguer les différentes sources. Et actuellement, on pense donc que par des marqueurs relativement peu précis, on n'est même pas encore au séquençage du génome. Le cancer du sein n'est pas une maladie, mais au moins 6 maladies, et ceci a déjà des conséquences, puisque vous voyez que parmi ces simples classifications, on arrive à des malades qui sont pratiquement guéris et qui n'auraient pas besoin de traitement complémentaire, alors que d'autres sont de mauvais pronostics et devraient être traités peut-être plus lourdement que ce que nous faisons. Et puis quand on a fait du séquençage complet des tumeurs, on a vu que c'est encore plus compliqué et que probablement tous les cancers du sein sont différents. Alors, le premier point qui change les choses, c'est qu'est-ce que ça sert à quelque chose de faire des essais sur le cancer du poumon ou et d'essayer de trouver un médicament unique pour le cancer du poumon? Probablement plus. Et ça, c'est un grand message. Et les essais thérapeutiques que nous faisons, on prend des grandes populations cancéreuses, des essais qui durent 5 ans, 10 ans, 15 ans, devraient maintenant être remplacés par des petits essais rapides où on essaye d'isoler chaque cancer d'un petit sous-groupe de maladies orphelines, suivant le type d'anomalie moléculaire, d'anomalie génétique qu'on peut trouver dans leur génome. Et ceci demande des investissements en termes de technologie pour être capable de séquencer le plus de tumeurs possible. Et donc on a changé complètement la classification des tumeurs, on va avoir une classification génético-moléculaire beaucoup plus fine, beaucoup plus caractérisée, mais aussi beaucoup plus compliquée. Ce que ça a changé de façon intéressante, c'est le mécanisme de découverte des médicaments. Avant, c'était des chimistes tout seuls qui jouaient avec brio avec des molécules ressemblant ou non à celles de la nature, rebranchaient des radicaux, produisaient des millions de molécules nouvelles et puis les donnaient à des biologistes en disant « Regarde donc si par hasard, dans ce million de molécules, il n'y en a pas une ou deux qui pourraient avoir des propriétés anticancéreuses. » Et il fallait passer ça sur des lignées cellulaires, sur des modèles de souris qui avaient peu ou pas de rapport avec les tumeurs humaines, et puis ensuite on essaie de phase 1, de phase 2, de phase 3 pour voir si ça pouvait devenir des médicaments. Ce système a produit 30 médicaments à partir de millions de molécules en 60 ans.
extraordinairement long, extraordinairement coûteux, extraordinairement peu rentable, extraordinairement lent, et finalement, il n'y a pas eu de molécules nouvelles importantes entre le début des années 70, les sels de platine, et la fin des années 90, les taxanes, le taxol et le taxotère. Là, le processus est complètement différent. On connaît la cible, on sait l'anomalie moléculaire qu'il y a. Vous voyez qu'on sait faire des reconstitutions en 3 dimensions des molécules, et on demande aux chimistes, fabrique-moi donc un produit qui va aller se coller exactement dans cette poche pour inhiber cette fonction. Et on fabrique maintenant non pas 1 ou 2 médicaments par an, mais des centaines de médicaments. 2 exemples très rapides pour vous montrer. Nous sommes en retard, mais je ne suis pas l'unique responsable. Donc j'accepte la responsabilité collective. Bon, le cancer du poumon, dont j'ai dit que c'était une maladie terrible, 3% de malades, 3% dans le monde, ont une anomalie moléculaire d'un oncogène qui s'appelle ALK. Dans un essai sur le cancer du poumon, si on donnait à 10 000 cancers du poumon ce médicament anti-ALK, pour trouver ces 3% de malades, il faudrait des vingtaines d'années, probablement on n'y arriverait pas. En sélectionnant des malades qui ont cette anomalie à partir de 3000 malades au Japon, aux États-Unis, en sélectionnant 80 malades qui ont cette anomalie, et en leur donnant le médicament, eh bien, tout le monde répond. Alors certes, c'est 3% des malades, ça veut dire que 97% ce médicament ne servira à rien, mais eux répondent, vous voyez, ce sont chaque bande, c'est une tumeur individuelle, et ils répondront parfois de façon complète et pendant des années. Certains rechutent, mais il y a déjà 4 autres médicaments, et maintenant une année de vie, ce n'est pas seulement une année de vie en plus, ce qui est toujours agréable, c'est aussi l'espoir que dans 1 an, dans 2 ans, il y aura 3 nouveaux médicaments, 5 nouveaux médicaments, 8 nouveaux médicaments. Il y a des milliers de médicaments qui sont déjà dans les pipelines, mais je vous expliquerai les difficultés. Voilà. Alors, je vais essayer de terminer sur une seule diapositive, et je vais me venger des insultes que vous m'avez faites en faisant un test de culture générale. Voyons, on ne me laisse même pas le faire. Laissez-moi la dernière, s'il vous plaît. Ah oui. D'où vient cette image ? Alors, c'est le 7e saut d'Ingmar Bergman, chef-d'œuvre des années 50, et qui représente, ce que je comprends, moi, de la façon dont évolue la cancérologie et la médecine. C'est un preux chevalier qui rentre des croisades, très beau, et qui se trouve sur une plage et rencontre la mort. La mort vient le chercher, vient le prendre, il est un peu embêté, il n'a pas très envie de partir, et il adore les échecs. Ce qu'il accompagnait dans son voyage, c'est de jouer aux échecs tout seul. Et la mort s'intéresse aussi aux échecs et lui propose de faire une partie. Et il lui dit, eh bien, si tu gagnes, je te laisse aller, si je gagne, je t'emmène. Et le chevalier accepte et dit, tant que je te résiste, je vis. Et avant qu'en 70, quand on joue aux échecs avec la mort, on perdait presque souvent, parce que la mort jouait comme un champion, avait les coups d'avance, savait ce qu'on faisait, connaissait les techniques qu'on allait utiliser, savait introduire des résistances, et on n'avait que peu de chance. Ça, ce chevalier très intelligent commence à décrypter comment joue la mort, et quelques coups que fait la mort, et commence à comprendre et la partie dure longtemps. Je vous révélerai la fin qui est, c'est pas un film d'Hitchcock, c'est quand même la mort qui gagne à la fin, en trichant, mais c'est toujours au fond la mort qui gagnera. Mais l'enjeu actuel, c'est que la partie dure beaucoup plus longtemps et que le cancer devienne une maladie chronique. Je vous remercie.